Bonjour Bernard. Bonjour Robert. Merci d'être là, merci de nous recevoir dans vos locaux chez Resistex. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots à nos étudiants? Eh bien, je m'appelle Bernard Alfandari, j'ai 65 ans. Je dirige une entreprise familiale installée à Nice depuis 83 ans, qui a été créée par mon grand-père, qui s'appelle Resistex et qui conçoit, fabrique, distribue du matériel d'éclairage qui depuis quelques années est devenu smart. Donc voilà, et ça c'est une entreprise qui est en pleine croissance, qui est certes affectée par la crise actuelle, mais on aura peut-être l'occasion de voir que finalement c'est pas si grave que ça. Et mon cursus, c'est d'avoir fait une école de commerce, une classe préparatoire au lycée Masséna à Nice, puis une école de commerce qui s'appelle l'EDEC et qui était à Lille parce que Nice n'existait pas encore. Et voilà. Tous les métiers sont importants et tous les hommes de l'entreprise sont essentiels à la bonne marche et au développement de l'entreprise. Nous recrutons et c'est en plein d'actualité, dans notre actualité. J'ai fait référence aussi au management des hommes, qui est quelque chose sans doute auquel nous sommes plus particulièrement attentifs, parce que c'est là que se construit l'état d'esprit, la culture d'entreprise et l'implication et l'engagement des salariés. Donc oui, les richesses humaines, RH, c'est pas ressources, on ne parle pas de ressources humaines ici. Les ressources, elles sont faites pour être épuisées et moi, j'épuise pas mes salariés. J'essaye au contraire de les galvaniser et de faire qu'ils trouvent dans leur activité professionnelle du sens. On est en réalité fabricant de lumière, mais peut-être que nous sommes créateurs de sens. On transforme des valeurs en sens. Et au final, ça s'appelle de la lumière, mais c'est une belle image. Si je donne un contrat de 3 mois à un salarié, je ne peux pas attendre de lui qu'il soit impliqué à fond. Voilà, il sait qu'il ne va faire qu'un passage rapide. Donc la main-d'œuvre, dans mon esprit, la main-d'œuvre est tout sauf une variable d'ajustement. C'est la main-d'œuvre qui va déterminer le cap, à constituer vraiment la richesse de l'entreprise. Et donc la main-d'œuvre est essentielle. La richesse de l'entreprise, c'est les salariés qui la constituent. Bernard, on va revenir sur votre passé d'étudiant, sur votre diplôme à l'EDEC que vous avez obtenu en 1977. À l'époque, qui étiez-vous? Est-ce que vous aviez quelle spécialisation vous aviez choisie lorsque vous étiez étudiant? Et est-ce que quand vous étiez fraîchement diplômé de l'EDEC en 1977, vous saviez que vous alliez embrasser à ce moment-là ce métier? Ou est-ce que vous étiez dirigé dans une autre voie? Alors c'est très curieux. Je vous ai expliqué que j'étais la troisième dans l'ordre de succession de dirigeants, voilà, et que tout me prédestinait à reprendre l'entreprise familiale. Sauf qu'à l'époque, quand je faisais mes études, mon père voulait surtout pas que je devienne fils à papa et il ne me laissait pas entendre que je serais amené à prendre sa succession ou sa suite, ni même à joindre l'entreprise familiale. Et moi, par fierté déjà de post-adolescence, je disais non mais ta boîte, tu peux te la garder, j'en ai rien à faire. Moi j'ai des ambitions beaucoup plus grandes que cette petite affaire
en province, et donc j'ai eu la chance de pouvoir faire la coopération à l'étranger. Je suis allé dans les services économiques de l'ambassade de France à Calcutta faire mon service militaire, puisqu'à l'époque c'était obligatoire. Et donc le destin qui s'ouvrait à moi était un destin international, mondial. Je n'allais pas revenir m'enfermer dans ma ville natale, dans cette toute petite entreprise familiale. Et puis donc je suis à l'issue de cette expérience, je suis rentré et j'ai commencé à chercher du travail. Je me suis remis en relation avec mes camarades de promotion qui galéraient aussi sous-chef de rayon dans un hypermarché ou agent derrière le comptoir d'une agence bancaire. Voilà, malgré le beau diplôme, ça galérait quand même pas mal. Et je me suis dit que finalement, peut-être, de rejoindre l'entreprise familiale, ça serait pas si mal que ça, parce qu'au moins je pourrais, et je savais encore, j'imaginais pas à quel point ça allait être important d'avoir sa liberté, parce qu'un chef d'entreprise, il n'a personne au-dessus de lui et rarement des comptes à rendre, si ce n'est à des actionnaires, mais l'entreprise était patrimoniale et donc sans compte à rendre à des actionnaires. Et c'est peut-être aujourd'hui, en y réfléchissant, cette liberté qui est la plus précieuse aujourd'hui à mes yeux et qui me permet de faire avancer mon entreprise et de la développer dans des directions qui me sont toutes personnelles, qui ne sont pas toujours forcément bien comprises, mais dont on dit que cela fait de moi un chef d'entreprise un peu visionnaire. C'est un peu dur à dire à des étudiants, mais quelqu'un qui sait aujourd'hui, c'est plutôt un handicap. Je veux dire que je me rends compte que j'ai affaire souvent à des excellents professionnels formidablement bien formés dans leur domaine et que cette compétence-là se traduit souvent par une zone de confort. Et moi, les bons salariés qui correspondent bien à mon attente, ce sont ceux qui acceptent le changement sans résistance. Et la résistance au changement étant ce qui nous bloque le plus dans le développement, et c'est valable à titre individuel aussi, hein, le changement fait peur. Donc, celui qui a de la curiosité, celui qui est ouvert à la remise en question, tout ça qui n'est pas en rapport avec la compétence, sera partant pour de nouvelles aventures, et c'est au travers de ces comportements qu'on va arriver à développer l'agilité de l'entreprise et sa capacité à rebondir, à être très agile, et plutôt qu'avec quelqu'un qui est fort au sens de place forte de son savoir-faire et qui est payé pour faire quelque chose et qui est très, à la limite, imbu de son savoir. Moi, je préfère la curiosité. Toujours dans le domaine de la compétence, dans le domaine de la gestion des richesses humaines, pour reprendre votre expression, aujourd'hui, il y a une vraie demande des nouvelles générations à avoir cet équilibre, à bénéficier d'un équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Chez Resistex, comment on y répond ? Alors on n'y répond pas forcément de la même manière aujourd'hui qu'il y a 1 ou 2 mois. L'expérience du confinement nous a fait débloquer, et moi en particulier, sur ces questions d'équilibre vie professionnelle et vie personnelle. Ce en quoi je crois dans tous les domaines, c'est le gagnant-gagnant. Donc pour moi, l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle doit se lire au travers du filtre ou du décodeur de l'intérêt
qu'il y a à la fois pour le salarié et à la fois pour l'entreprise. Au passage, l'intérêt pour le salarié, c'est quelque chose de très personnel et d'un salarié à l'autre, on a des attentes ou des besoins qui sont très différents. Je veux dire, ça va tenir au nombre d'enfants, ça va tenir à la distance de la résidence et du temps de transport, etc. Exactement. Et on a eu tout d'un coup, sans qu'on y soit préparé, sans qu'on y ait réfléchi, le confinement avec le départ précipité des salariés et de l'entreprise, en tout cas tous ceux qui travaillent toute la journée devant un écran. Ils ont pris leur ordinateur sous le bras, ils sont passés par le service informatique qui a fait 3-4 bidouilles sur leurs appareils et ils sont rentrés chez eux et on les a plus vus, sauf que on a mis en place tout ce qu'il fallait pour précisément pouvoir se réunir, conférencer, etc. Mais personnellement, avant ça, et donc pour en terminer, les salariés ont été extraordinaires dans les réponses qu'ils ont faites, dans leur capacité à s'organiser tout seuls, à se prendre en charge avec beaucoup d'autonomie, à gérer les enfants, l'éducation, les difficultés qu'il y avait à partager un coin de table avec leur époux qui était dans les mêmes difficultés. Bref, les salariés de l'entreprise, dans le cadre du télétravail, ils m'ont totalement bluffé. En ces temps pandémiques, on parle beaucoup, les journalistes, les politiques, certains chefs d'entreprise, de l'importance du local, de revenir au local, de l'importance des circuits courts. Quelle est votre vision sur le sujet? Pensez-vous que la France s'est désindustrialisée? Si oui, faut-il revenir sur d'anciens modèles, sur un modèle économique nouveau, avec justement une production et des circuits beaucoup plus régionaux, beaucoup plus locaux? Alors, il y a un peu d'énervement de ma part sur ces sujets-là, parce que je pense qu'il y a beaucoup de langue de bois, il y a beaucoup d'effets d'aubaine et d'opportunisme, et il y a quelque chose qui me fait encore un peu plus peur, justement en faisant référence à une période pandémique, c'est que si on pousse à l'extrême le raisonnement du local et du régional, j'ai l'impression que l'on peut être mal compris ou en tout cas créer les conditions pour un isolement. Quand je dis isolement, je pense à de l'isolationnisme. Je pense à ce que ça peut laisser entrevoir par derrière, c'est-à-dire la mise en place de barrières douanières tarifaires, de protectionnisme, et à tous les égards, je suis contre ces tendances. Chez Papyrus, nous, on utilise le mentorat comme un outil d'orientation pour aider les élèves à choisir le métier qui leur correspondra le mieux. Comment vous appréhendez le mentorat? Et est-ce que, au sein de Resistex, il vous arrive parfois de mentorer vos salariés? Alors, je sens qu'à la suite de cet entretien, je vais être obligé de vous dire oui. Je ne sais pas exactement quelle sera la demande, mais donc, bien sûr, nous, la jeunesse prise dans son ensemble est une des parties prenantes prioritaires de la société. La première partie prenante de Resistex, c'est son personnel, qui passe avant la satisfaction des attentes de nos clients, donc qui est une partie prenante prioritaire. La troisième partie prenante, c'est la jeunesse, et en particulier celle de notre territoire, qui se trouve être un territoire qu'on appelle les quartiers prioritaires et politiques de la ville, etc. Nous sommes tout près d'une banlieue dite prioritaire. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, prioritaire, mais enfin, vous voyez à quoi je fais allusion, il s'agit des quartiers. Le taux de chômage des jeunes est important. Exactement. Et c'est pas un hasard.
parce qu'on s'occupe aussi du territoire et du local, il y a une adéquation et une interaction entre la bonne santé d'un territoire et celle des entreprises qui le constituent, et on va parler d'attractivité aussi. L'entreprise contribue à l'attractivité du territoire et un quartier apaisé, agréable à vivre, contribue à l'attractivité de l'entreprise. Donc l'entreprise aujourd'hui, et on est typiquement sur un sujet de responsabilité sociétale, elle se doit de faire en sorte qu'elle contribue et elle participe à faire que la vie des citoyens qui sont aussi des salariés soit plaisante, agréable, que tout ça fasse du sens. Je pense à la mobilité, je pense à la qualité de vie. Donc l'entreprise a un rôle incontestablement à jouer avec ça. Alors vous allez me dire, quel rapport avec le mentorat? Dans la mesure où on se soucie beaucoup de la jeunesse, dans le sens où ce sont nos futurs salariés, ce sont nos futurs clients, ce sont nos futurs fournisseurs. Dès aujourd'hui, puisque c'est une partie prenante, il faut qu'on améliore la communication avec la jeunesse et donc avec les jeunes. Ça veut dire qu'on les fait venir dans l'entreprise. Le message est passé. Merci Bernard. Merci Robert.